Ben, bonjour tout le monde. On est vraiment, vraiment, vraiment heureux de vous accueillir ce soir. On voit que ça a quand même un certain succès, certainement un peu à cause de M. Dugas, mais aussi là, tout ce qui est la nature avec les petits ou les grands, même les grands, là, je pense que ça nous concerne tous un peu. Alors, on est vraiment content de vous accueillir. Je suis André Gignac, je suis la directrice des Clubs 4H du Québec. C'est une initiative pour laquelle on intervient beaucoup à Laval, entre autres, qui est Grandir en nature. Mais vous savez, ça fait partie des 4H. C'est un organisme qui existe depuis 1942. On a toujours, depuis 1942, sensibilisé les jeunes à la nature, l'environnement, la forêt, particulièrement la forêt. Donc, ça fait partie un peu de notre ADN. Ça fait longtemps qu'on se préoccupe. Nous, on a renversé ça au positif. On dit que c'est important que les enfants puissent avoir de la vitamine nature. Donc, on l'a renversé au positif. Ce webinaire-là, ce soir, est possible grâce en fait, on est soutenu financièrement par Laval Uni pour ses familles pour soutenir le projet Grandir en nature à Laval. Mais de plus en plus, là, on fait des interventions un peu partout au Québec dans le même sens. Je vous présente ma collègue Josée Lemieux qui fait présentement les formations auprès autant des responsables des services de garde en milieu scolaire, je m'excuse, mon défaut professionnel, avec les responsables en service de garde en milieu familial qu'avec les CPE. Puis aussi, cette année, on a un volet avec le milieu scolaire. Donc, on est bien content que Josée soit avec nous ce soir. Plusieurs d'entre vous la connaissent. Et bien, on ne tardera pas à vous présenter Claude Dugas. Claude Dugas est titulaire d'un doctorat en kinésiologie. Il est professeur titulaire associé au département de sciences de l'activité physique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il enseignait dans les programmes de formation des enseignants en éducation physique à la santé et des spécialistes en kinésiologie dans le programme de baccalauréat et de la maîtrise. De plus, il s'intéresse depuis plusieurs années aux impacts des diverses formes de pédagogie nature sur le développement global des enfants. Bien, bienvenue Claude, puis merci beaucoup d'avoir accepté de donner cette conférence-là pour nous. Merci de l'invitation à André et à Josée. Et je vais tout de suite aller à mon partage d'écran. Voilà, est-ce que tout le monde va bien? Je comprends que oui. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Comme André l'a dit, j'ai enseigné pendant 32 ans. Je me suis beaucoup intéressé au développement de l'enfant tout au long de ma carrière. Et ce soir, ensemble, on va essayer de parler du développement de l'enfant, mais à travers la lunette du jeu. À travers la lunette du jeu libre, on va se le définir, on va parler des défis autour du jeu, on va parler de la prise de risque et comment nous, comme adultes, on est à l'aise, on est un peu réticent, il y a plein de choses et on pourra certainement en discuter à la fin de la présentation. Tu me permets, Claude, j'ai oublié justement de préciser. Claude va faire sa présentation. M. Dugas, Claude, en tout cas, il va faire sa présentation. Puis par la suite, on pourra lui poser des questions par le biais du chat. Parfait. Donc, je débute avec une diapo que j'utilise déjà depuis un certain temps. Il y en a plusieurs, vous allez voir, je les utilise et je vais en parler. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? D'une part, pour la citation qui fait bien ressortir la place du jeu dans les apprentissages, dans l'ensemble des apprentissages de l'enfant. Et quand on regarde ce petit garçon entouré de beaucoup de choses, là, ce qui vient à l'esprit, c'est de constater comment les jeunes enfants sont énergiques, persévérants, ils peuvent répéter les mêmes actions sans arrêt. Ça fait partie de leur ADN quand ils sont petits, de bouger et de vouloir explorer constamment. Cette énergie-là, elle est présente pendant longtemps. Par contre, il y a quelques années, avec un étudiant à la maîtrise, on s'est intéressé aux motivations des enfants et à savoir quel cours ils préféraient au primaire. C'était intéressant. Sans grande surprise, il nous disait qu'il préférait les cours d'éducation physique. Si on posait la même question quelques années plus tard,
donc à l'entrée au secondaire, notre niveau de l'intérêt pour l'éducation physique avait diminué très significativement. Donc, il se passe quelque chose entre le moment où le jeune enfant est aussi persévérant et l'entrée à l'école et dans son développement, il y a quelque chose qui se change drastiquement et certainement pas pour le mieux, puisque cet intérêt, cette persévérance diminue grandement. J'ai décidé de la garder, celle-ci, juste pour nous rappeler un élément très, très important. Dans la période de 4 à 6 ans, qui est illustrée là, dans l'image du milieu, c'est à ce moment-là qu'il y a une explosion du développement du cerveau. C'est à ce moment-là que l'enfant construit la très, très grande majorité des grands circuits neuronaux qu'il va utiliser pour le reste de sa vie. Donc, quand on a moi j'appelle ça un privilège, quand on a le privilège de travailler avec les enfants de cet âge-là, on peut influencer leur développement, on peut influencer leur développement cérébral. C'est une période absolument incroyable du point de vue du développement. Si vous êtes comme moi, et la plupart d'entre vous, vous êtes dans le dernier panneau là, des 14 à 60 ans, vous voyez qu'il y en a moins de neurones. C'est vrai, on en perd à mesure qu'on vieillit, malheureusement. Quand j'étais avec mes étudiants au baccalauréat, je leur disais tout le temps, prendre une trop grosse cuite, ça tue les neurones et ils ne reviennent jamais. Fait que je présume que pour toutes les personnes qui nous écoutent, ce n'est pas le cas, mais pour mes étudiants, c'était quand même un assez bon message. Celle-ci, j'aimerais qu'on la regarde ensemble et qu'on porte attention. Donc, elle met en relief quand les enfants sont en action. Donc, ils sont en action avec des amis. Hein, c'est naturel. Mais nous, comme adultes, on a une influence assez grande sur les 3 autres bulles, c'est-à-dire sur les objets qu'on va leur fournir, sur l'environnement dans lequel ils vont être et comment on peut moduler cet environnement-là, et surtout sur les consignes, sur la quantité, le nombre de consignes, etc. Comme adulte, on a tendance à dire beaucoup, hein, à verbaliser, puis à vouloir organiser les choses. J'aimerais juste nous rappeler que quand on observe des enfants qui vont, par exemple, faire un petit match de hockey dans la rue, ça existe encore dans certaines villes, ils peuvent s'organiser à peu près dans 5-6 minutes. Les règles sont établies, les équipes sont divisées. Et une des beautés des règles que les enfants vont se donner, c'est qu'elles vont être excessivement flexibles et elles vont évoluer en fonction de comment la partie se déroule. Donc, il y a pas ils sont capables de se donner une façon de faire qui leur appartient, qui est tout à fait en lien avec comment ils se sentent et comment ils vont s'activer dans ce jeu-là. Autre élément dans le jeu, c'est qu'il y a une partie ou une dimension motrice très importante. Et j'ai choisi de vous présenter cette diapo-là juste pour vous rappeler que le développement moteur, c'est-à-dire l'idée de développer des habiletés motrices, et les plus fondamentales sont celles de l'équilibre, entre autres, de la posture, et ensuite des déplacements, toutes les formes de déplacement. Ce développement moteur-là se fait sur une longue période avec énormément de variabilité et de différence entre les enfants. J'ai toujours dit qu'on doit garder à l'esprit qu'un enfant qui apprend à marcher, on est à peu près tous d'accord que les enfants vont marcher autour de 12 mois. Mais il y a des enfants qui vont marcher plus précocement
il y a des enfants qui vont marcher plus tardivement. Et ça, cette variabilité-là, elle est intrinsèque, elle est naturelle, puis elle est présente chez tous les enfants. Puis ce développement moteur-là a une influence sur les autres aspects, c'est-à-dire sur la capacité qu'auront les enfants de maîtriser des habiletés motrices plus difficiles, plus pointues, et de développer une capacité à bouger. Mais ça a également une influence sur leur développement cognitif, sur leur capacité à communiquer et sur leur développement social. Donc, leur capacité à bouger, à interagir avec d'autres, influence à peu près toutes les sphères du développement. Maintenant, si on essaie de se définir ensemble, c'est quoi le jeu? Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au jeu, là, je suis tombé sur ce bouquin-là, qui est dans le fond, c'est un relevé, un handbook de c'est quoi le développement du jeu. Et ça m'a surpris. Quand j'ai commencé à regarder ça, je me dis, il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à c'est quoi le jeu. Et il y a cette définition-là de Francine Ferland qu'on peut regarder ensemble. Il y a des mots importants dans la définition. Une attitude subjective où plaisir, curiosité, sens de l'humour et spontanéité se côtoient. Ce qui se traduit par une conduite choisie librement et pour laquelle aucun rendement spécifique n'est attendu. Quand on prend cette définition-là, puis qu'on revient sur les mots plaisir, spontanéité, pas de rendement, et qu'on se dit, est-ce que les enfants jouent souvent? Est-ce que leur capacité à jouer répond parfaitement à cette définition-là? Je vous laisse répondre à cette question-là vous-même, mais vous voyez qu'il y a dans le jeu des éléments très, très importants. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit que le jeu, c'est ce que l'on fait quand aucun adulte ne nous dit quoi faire. Intéressant quand même. Donc, ça dit que les enfants, ils sont capables de se définir eux-mêmes c'est quoi le jeu, puis comment ils éprouvent un grand plaisir dans cette activité-là. Et vraiment, il faut garder à l'esprit plaisir, spontanéité et conduite libre quand on a à penser au jeu. Je fais un petit détour chez nos amis les mammifères, juste pour vous dire que chez les animaux, le jeu est présent, il est fondamental. Si on pense aux loups qui courent dans la photo, courir, c'est important pour les loups. Hein, ils doivent développer beaucoup de résistance pour être capables de tuer des bêtes par la suite. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Pour les macaques, c'est des macaques japonais. Celui du haut, entre autres, là, qui tient une balle de neige. Le photographe rapporte que les jeunes macaques font des énormes boules de neige, qui les roulent, puis que les macaques plus anciens viennent même s'amuser sur ces énormes boules de neige-là. Et là, la grande question que vous vous posez, c'est est-ce qu'il a déjà photographié un macaque lançant une balle de neige? Il n'a jamais lancé, il n'a jamais vu ça. Donc, c'est comme un privilège humain que l'on a gardé, qui est plus ou moins permis hein, dans les cours d'école. Puis on y reviendra là, à tout ce qui a été empêché ou qu'on fait de moins en moins dans différents environnements. Qu'est-ce qui ressort aussi du jeu chez les mammifères dans cette littérature-là? On dit que les animaux, à travers le jeu, développent de la flexibilité par rapport à leur environnement, la flexibilité par rapport à la chasse, par rapport à d'autres activités qu'ils doivent faire. Donc, c'est cette idée qu'à travers le jeu, les animaux développent une plus grande capacité de s'adapter. Maintenant, pour ce qui est des enfants, humains cette fois, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés au jeu et il y a essentiellement hein, les mêmes dimensions là, de plaisir, de choix, de liberté.
Dans la photo de droite, là, ce jeu-là, hein, ça s'appelle le jeu du saute-mouton. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, là, il y a quelqu'un qui fait office de cheval sautoir et l'idée, c'est de passer par-dessus. Ça demande quand même beaucoup d'habileté pour réussir. Hein. Ce n'est pas si simple que ça de faire le saute-mouton. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que ça fait référence à une série d'entretiens qu'on a fait avec des enfants de Montréal, des enfants de 7 à 11 ans. Puis on leur a donné une petite caméra, puis on leur a demandé de faire, dans le fond, des photos de leur semaine, de ce qui se passe dans leur semaine. Puis une des choses qui est ressortie de cette étude-là, c'est le nombre de photos qui représentaient l'arrière de la tête de leurs parents pendant qu'eux étaient assis dans le siège d'auto et qu'on devait les conduire à une activité quelconque organisée. Donc, l'idée de choix, de liberté ne ressortait pas dans la plupart de ces entretiens-là. Et je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit ce défi-là qu'on a tous comme adultes. Quel que soit le type de jeu, les jeux physiques, les jeux de faire semblant, les jeux de construction, les jeux avec des règles qui appartiennent aux enfants, des règles qui appartiennent aux enfants et aux adultes, une des choses qui est ressortie dans la littérature, c'est évidemment que le jeu a des effets sur les habiletés motrices et la capacité qu'ont les enfants d'utiliser leur corps, mais il y a aussi, comme vous le voyez, des effets reconnus sur plein d'autres dimensions, que ce soit la créativité, la conscience de soi, la capacité d'interagir avec les autres, d'avoir de l'empathie pour les autres. Tout ça est assez bien documenté dans la littérature. Donc, le jeu permet aux enfants de se développer globalement. C'est ce qui ressort, c'est ce qui est le plus marquant de la littérature qui existe sur le jeu depuis les 20 dernières années. Autre élément qu'on va discuter ce soir, c'est cette idée du contact avec la nature. J'ai choisi cette citation-là parce qu'elle fait bien ressortir comment l'humain a toujours été en contact avec la nature. Donc, il a toujours été exposé aux éléments naturels, que ce soit l'air, le sol, l'eau, le feu, au départ pour sa survie, puis maintenant dans d'autres contextes. Ce que l'on sait aussi, hein, c'est que dans les 40 dernières années, l'urbanisation a fait qu'on s'est de plus en plus éloigné des éléments naturels. Autre élément qu'on va discuter ce soir, c'est cette idée du jeu libre et actif. Donc, j'ai choisi deux photos, une où les enfants courent, puis une où des enfants sont engagés dans ce qu'on appelle de ce que moi j'appelais des jeux de bataille, ce que les gens appellent maintenant des jeux ludiques et turbulents. Il y a toutes sortes de définitions. C'est une autre sorte de jeu qu'on retrouve moins ou moins souvent, mais qui ont une très grande valeur aussi du point de vue du développement des enfants. Qu'est-ce qu'on sait de ce jeu actif? En 2012, le gouvernement a publié ce document-là en posant la question, est-ce qu'il est en voie d'extinction? Habituellement, quand je suis avec les gens, je profite de cette occasion pour faire mon premier Vox Populi. On ne le fera pas ce soir, je vais faire mon Vox Populi personnel et vous pourrez le faire chacun de vous, puis on en reparlera peut-être. Qu'est-ce qu'on a ici? On a en jaune une prévalence déclarée d'adultes, donc de mères, qui vont dire, moi, quand j'étais enfant, je jouais quotidiennement. Mes jeux à l'extérieur, il y a 70% des mères qui avaient des jeux à l'extérieur. De ce 70%-là, il y en a 56% qui rapportent qu'ils passaient plus de 3 heures de jeux quotidiens à l'extérieur. Okay? En bleu,
c'est les enfants de ces mêmes mères qui maintenant déclarent que leurs enfants, à peu près 31% ont des jeux quotidiens à l'extérieur, puis 22% ont plus de 3 heures de jeux quotidiens à l'extérieur. Donc, des diminutions de l'ordre de presque 40 à 35%. Quand je fais mon Vox Populi, j'essaie de faire ça par catégorie d'âge. Je vais commencer par moi. Pour les 60 ans et plus, moi, quand j'étais jeune, j'habitais dans une petite ville de la Montérégie qui s'appelle Saint-Constant, qui à l'époque n'était pas une banlieue, était une campagne. Donc, moi, je quittais la maison pendant l'été, je quittais la maison et j'allais jouer à l'extérieur. Je revenais pour le dîner, je quittais par la suite et je revenais pour le souper. Et je n'avais absolument aucune question de la part de ma mère sur mes activités ou ce que j'avais fait, à moins que j'ai une blessure ou quelque chose de grave, je n'étais pas questionné. Donc, moi, je suis dans cette catégorie-là. Généralement, dans le Vox Populi, plus on s'approche des gens plus jeunes, moins il y a une référence à ce type d'activité-là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans le jeu actif. Puis quand on regarde la littérature, qu'elle soit nord-américaine, qu'elle soit australienne, on constate des diminutions dans à peu près tous les pays. Et il y a quelques années, avec 2 collègues de l'Université Laval puis de l'Université de Sherbrooke, de l'Université de l'UQAM, pardon, on a voulu faire ce projet-là qui se voulait une façon d'implanter une intervention qui s'adressait spécifiquement aux intervenantes des milieux préscolaires pour voir comment on pouvait faire augmenter le niveau d'activité physique, puis faire des constats avec elles sur comment on pouvait faire ça. Donc, il y avait 4 journées de formation où on discutait de c'est quoi l'activité physique, c'est quoi le jeu, c'est quoi le jeu risqué, c'est quoi le jeu actif, comment on accompagne les enfants, puis on faisait un suivi avec elles, puis on faisait des rencontres régulières, des contacts téléphoniques. Donc, c'était quelque chose où on tentait vraiment de les aider à modifier comment ils approchaient le jeu actif. Et notre premier point de départ, c'était de leur donner une vision des enfants. Est-ce que leurs enfants ou les enfants dans ce groupe-là étaient très actifs? Et la façon qu'on a choisi de le faire, c'est de le mesurer par accélérométrie. Je vais aller assez vite, mais vous allez voir, là, c'est pas si compliqué. Un accéléromètre, c'est quelque chose qu'on place sur l'enfant. C'est un tout petit objet qui permet de mesurer les accélérations du corps, donc tous les mouvements du corps. Puis, ça nous donne une valeur, ça nous donne une valeur chiffrée. C'est ce qu'on a dans l'axe des Y. Donc, ce n'est pas important de voir le chiffre, c'est juste de dire que plus ça monte, plus il y a de mouvement. Puis en bas, là, c'est le temps. Hein? C'est la journée complète. Et vous voyez, c'est des enfants qui passaient là, entre 7 et 8 heures dans leur milieu. Et là, ici, on a un enfant qui est moyennement actif, donc qui a à peu près 10% de temps actif. Un deuxième enfant qui, lui, est plus actif, ça monte presque à 19%. Puis un dernier enfant qui est vraiment moins actif, on a à peu près 5%. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette affaire-là? Pardon, je vais trop vite, là. Je vais juste retourner en arrière. Je suis un peu coincé, excusez-moi. Je reviens. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que à peu près à 9h30, 10h, pour la majorité des enfants, on observe une réelle augmentation de leur niveau d'activité physique. Et qu'est-ce qui se passe dans la majorité des CPE à 9h30, 10h? C'est qu'ils vont à l'extérieur.
Puis on l'a observé pour ces enfants-là, puis on l'a observé pour à peu près tous les enfants. Comme adultes, on a une très grande tendance à surestimer le temps actif des enfants. La plupart d'entre nous, là, on est convaincus que les enfants ils sont excessivement actifs et qu'ils ne s'arrêtent jamais. Ce n'est pas le cas parce que la plupart des enfants, comme vous l'avez vu, n'ont pas des temps actifs si importants dans une journée. Pourquoi on a ces mauvaises conceptions-là? Ben, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'équipements souvent, et ça nous amène à penser que les enfants sont très actifs. Les enfants, ils sont actifs, c'est très soudain, c'est très rapide, puis ça s'arrête rapidement. C'est des courtes périodes de 10-30 secondes. Mais si on veut cumuler 2 heures d'activité ou de jeu actif, ça prend beaucoup de périodes de 10 à 30 secondes dans une journée pour que ça augmente. Autre constat qu'on a à faire, c'est que le jeu du 19e siècle à maintenant, là, puis j'ai choisi des photos en noir et blanc et une dernière en couleur, hein, pour faire ressortir que les enfants, dans le passé, s'amusaient entre eux librement avec très, très peu de choses et que maintenant, il y a les écrans qui occupent une grande place de leur période libre, de leur temps de jeu. Il y a clairement eu, à travers le temps, là, un changement assez important des comportements. Autre chose qui a été notée, le premier, c'est Richard Louv, c'est lui en 2005, qui a été le premier à parler de ce qu'il a appelé le déficit nature, c'est-à-dire un peu cette coupure qui s'est exercée entre les humains et leur contact à la nature. François Cardinal, dans son livre Perdus sans la nature, a à peu près abordé les mêmes thématiques que Louv. C'est très intéressant, le livre de Cardinal. Là. Il y a beaucoup d'exemples au Québec. C'est une lecture assez passionnante. J'ai pris cette citation-là, qui ressemble beaucoup à ce que je vous disais tantôt, là, cette idée que sa mère l'appelait, qu'il devait sauter sur son vélo, quitter ses amis, retourner, puis aller dîner ou souper. Pour lui, c'était quelque chose de naturel, ça se passait, c'était régulier, mais pour son propre fils, cette scène-là n'a aucune valeur, il ne la reconnaît pas. Pour Cardinal, là, il y a cette idée de repenser le thème de la nature, de le repenser en ayant son sens très large, l'extérieur, la cour, la ruelle, le parc. Pour lui, il faut voir la nature, pas juste l'idée du grand parc, mais l'idée que la nature, elle est peut-être presque partout autour de nous. Ce déficit nature-là, il l'explique dans son volume, là, il dit qu'il y a évidemment les écrans. Il y a quelque chose qu'il appelle l'hyperparentalité, que vous connaissez peut-être. Hein, c'est cette idée de... on a aussi parlé de parents hélicoptères, là, de parents qui ont beaucoup de difficultés à permettre à leurs enfants de faire des choix. Moi, comme enseignant, j'ai vécu des expériences d'hyperparentalité. Quand j'étais directeur de programme ici à l'UQTR, j'ai eu des appels de parents qui souhaitaient me parler des difficultés de leur enfant. Puis là, j'étais obligé de leur dire que leurs enfants, c'était des adultes qui étaient à l'université, puis que je ne pouvais pas interagir avec eux sur leur dossier de leur enfant. Donc, c'est des parents qui poussaient cette idée de l'hyperparentalité assez loin. Il y a évidemment l'aménagement des villes. Moi, je vis dans une ville, Trois-Rivières, où la facilité de déplacement est beaucoup liée à l'auto. Les transports actifs, ce n'est pas quelque chose qui est simple dans notre ville, puis c'est vrai de beaucoup de villes au Québec. Donc, cette dépendance à l'auto a beaucoup influencé
comment les enfants peuvent être à l'extérieur et peuvent utiliser l'extérieur. Je reviens un peu sur cette idée des villes puis de comment ça a influencé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2019, puis je suis retourné là, cet après-midi pour me confirmer la date et ce qui s'était produit, c'est qu'on avait décidé d'annuler l'Halloween et la raison était qu'on annonçait des pluies et des vents violents. Puis, en même temps, je suis retourné sur une autre histoire où on avait demandé à des enfants dans une école primaire de marcher à quatre pattes dans la cour parce qu'il y avait trop de glace. Et là, pour moi, c'était deux exemples où on avait poussé au maximum là, cette idée de protection, puis de sécurité. Il y avait quelque chose dans ces exemples-là qui me disait que c'était vraiment un peu trop loin, en fait. Bon, celle-ci, c'est clair que d'être moins actif, d'être moins en contact et qu'il y a cette diminution du niveau d'activité physique, ça cause des problèmes. Ils sont documentés, obésité, hypertension, là, tout ça est clairement documenté. Celui de l'embonpoint, il est aussi vrai, mais en même temps, c'est pas quelque chose sur lequel je pense qu'on doit tabler. Je pense que c'est pas un message qui passe très bien. Je pense qu'un message plus positif sur une participation active, ce serait certainement à privilégier. Donc, j'arrive sur une des dimensions qui me tient à cœur beaucoup dans ce que je fais depuis longtemps, cette idée que naturellement, avec le jeu, il vient quelque chose qui s'appelle la prise de risque. C'est clairement fondamental, la prise de risque chez tous les enfants. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Puis même très jeunes, ils vont tenter de vérifier leurs propres limites. Et plus ils sont vieux, plus ils tentent de vérifier vos propres limites comme adultes. Mais quand ils sont jeunes, ils sont amenés à vouloir faire ça. La photo, vous voyez, elle n'est pas très claire. C'est une photo que j'ai trouvée il y a très longtemps. Je ne l'ai jamais changée parce qu'elle est excessivement parlante. Bon, premièrement, elle présente une situation de risque. Hein, il y a deux gros blocs de béton. Et le petit garçon, de toute évidence, il s'apprête à faire le saut. Et quand on regarde son corps, tout son non-verbal, sa position, ça nous dit que ça a l'air à y tenter beaucoup de sauter. Est-ce qu'il a réussi? C'est une photo, je ne sais pas. Tout ce que ça dit, c'est que la prise de risque, pourquoi c'est si important? Ben, c'est parce que c'est fondamental, c'est quelque chose de très humain de vouloir vérifier nos limites, qu'elles soient physiques ou autres. C'est tout à fait, ça fait partie du développement de l'enfant. Une des choses qu'on apprend tous ou qu'on a tous appris, hein, c'est d'aller à vélo. Hein, c'est une activité très, très difficile à apprendre. Et tous les pères savent qu'il faut courir derrière pendant un certain temps, puis à un moment donné, laisser aller. Mais tout le monde, quand on a appris à aller à vélo, on est tous tombés. Puis à un moment donné, ça a fait mal. Ça n'a pas été juste une petite chute, ça a été une chute qui a fait mal. C'est un peu incontournable hein, dans la prise de risque, là, ça peut arriver, ça fait partie de ce que c'est prendre un risque. J'ai gardé celle-ci aussi pour nous rappeler que c'est sur un continuum. Hein. Il y a des risques, c'est important, c'est vrai. Il y a quelque chose maintenant qu'on appelle l'équilibre entre liberté et sécurité. On a parlé d'un risque sain. Dans le document de Alex, on parle de la sécurité bien dosée. C'est toute la même idée.
si vous êtes avec des gens, puis leur seule conception, c'est d'être dans le risque zéro, là, qui est ici illustré par le petit garçon dans le papier bulle et avec tout le reste, là, la discussion n'est pas facile. Hein? On ne peut pas partir de ça comme point de discussion. Il faut être quelque part un peu entre l'équilibre entre liberté et sécurité. Une chose intéressante, hein, dans la prise de risque, c'est grimper. Quand on pose la question aux enfants, ils aiment tous grimper. Ils sont tous capables de dire, puis même à 4-5 ans, ils sont tous capables de dire qu'il y a un risque d'en grimper. Ils sont tous capables de dire que c'est super amusant. Et grimper, c'est une des choses qu'on fait le moins, qui est le moins permise dans à peu près tous les milieux. Donc, il faut trouver dans ce continuum-là où on est. Il y a plein de gens qui ont défini les risques, là. C'est des chercheurs européens et américains. Et ils ont identifié 6 éléments collés au risque. Il y a la vitesse de déplacement, il y a les hauteurs, il y a les objets ou les outils dangereux. Vous savez qu'il y a des pays où on permet aux enfants d'utiliser des objets dangereux, puis il y a toutes sortes de façons d'apprendre à utiliser des objets dangereux. Il y a les éléments, entre autres le feu, il y a les jeux dits ludiques et turbulents, puis il y a la possibilité de s'éloigner des adultes qui fait partie là, de la définition de ce que c'est un jeu risqué. Dans un jeu risqué, il ne devrait pas avoir de danger de blessure, ce qui est le cas ici à gauche, mais il peut avoir du risque. Ça, c'est des glissades dans un parc à Lyon, en France. Et je peux vous dire là, que quand les enfants ils sortent ici là, du tube, là, ils sortent assez vite, hein, parce que c'est une bonne descente. Et la plupart des adultes sont assis, puis ils regardent leurs enfants glisser, profiter de cette activité. Donc, il y a une façon de concevoir des éléments qui va minimiser grandement les risques de blessure, mais qui va favoriser la prise de risque. Il ne devrait jamais y avoir de négligence, d'imprudence ou d'insouciance, ou de faire la promotion de risques inutiles. Vous voyez bien que c'est une photo montée, hein? Mais c'est juste pour dire que l'idée de la prise de risque, ça se gère par les adultes, ça fait partie de notre travail de ne pas placer les enfants dans ces situations-là. Autre élément de l'extérieur, hein, c'est évidemment le climat, la température. On le dit tout le temps, on vit dans un pays, dans une province, puis dans un pays où il y a des extrêmes de température. Il y a de la chaleur, il y a du froid, il y a de la pluie, de la grêle, de la neige, il y a tout ça. Qu'est-ce que la littérature dit sur le climat et les activités des enfants et les jeux extérieurs? Bien, elle dit essentiellement que plus il fait mauvais, moins les enfants sont dehors. C'est pas mal la conclusion d'à peu près toutes les études. Les raisons invoquées pour ne pas aller à l'extérieur sont très nombreuses. Il y a des endroits où les récréations sont annulées de façon systématique pour cause de climat. À un moment donné, si les conditions climatiques deviennent la raison pour ne pas aller à l'extérieur, c'est très facile d'en trouver. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'idée d'aller à l'extérieur puis comment on peut mieux le gérer. Une des choses qui ressort de ce papier-là, c'est de dire qu'il n'y a pas de mauvaise température, il n'y a que des mauvais vêtements. Et on pourra revenir sur ça, là, mais il y a cette idée que si on veut profiter de l'extérieur, on doit minimalement avoir des vêtements qui vont nous permettre de rester au chaud ou d'être protégé de la pluie. Et on doit accepter qu'à un moment donné, c'est pas toujours si agréable d'être à l'extérieur. Il y a des changements de température
qui se font très rapidement, puis il y a des choses qui arrivent, mais il faut être capable de les accepter et surtout d'être un peu préparé. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Ben, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous en présenter quelques-unes, mais c'est clair que le fait de sortir de plus en plus, d'être capable de profiter de l'extérieur, de multiplier les occasions, va faire un effet marqué sur comment les enfants vont réagir et vont s'adapter autant au fait d'être à l'extérieur, au changement climatique, que l'interaction qu'ils vont avoir avec les autres. Je voulais juste vous donner une petite idée d'un pays, l'Angleterre, qui a décidé à un moment donné de faire un changement drastique dans la façon de concevoir les espaces de jeu. Je vais vous montrer des exemples. Pourquoi j'en parle? Parce que les Anglais ont investi beaucoup d'argent, 235 millions de livres, c'est beaucoup de sous. Ils ont mis plein de gens en interaction, autant des ingénieurs, des urbanistes, des éducateurs, pour discuter de comment on peut développer des espaces de jeu qui favorisent le jeu libre et la créativité. En voici quelques exemples de parcs qui ont été transformés complètement en Angleterre. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que il reste encore quelques exemples d'éléments bâtis, mais que la plupart des éléments sont maintenant des éléments naturels. On a ajouté de l'eau. On permet aux enfants d'avoir accès à l'eau, d'avoir accès à la boue. Hein? C'est ça que ça dit. Quand on rend de l'eau disponible dans un parc, ça va certainement créer des changements dans la façon d'interagir avec les éléments. Au Québec, il y a un projet qui s'appelle Espace Québec qui s'intéresse aussi à la façon de revoir les parcs. Je vous le dis tout de suite, je ne pense pas qu'on va voir ce genre d'organisation au Québec là, avec un tronc d'arbre aussi haut, mais il y a des endroits où ça se fait. Dans les pistes de solutions, puis je vais les présenter assez rapidement, mais c'est des données, c'est les données fortes. C'est ce que moi j'ai appelé des données probantes. J'ai essayé d'en trouver quelques-unes. Celle-ci, ça représente un CPE dans la région de Vancouver. C'est une photo vue d'en haut avec un espace qui a presque pas d'éléments naturels. En rouge, là, ce qu'on a, c'est les déplacements d'un enfant pendant 30 minutes. Donc, on le suit dans ses déplacements. Et ce qu'on constate, c'est qu'il est près de la porte pendant très, très longtemps parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Le verdissement de ce lieu-là, ça a été uniquement d'installer des pots avec des plantes à hauteur d'enfant dans l'environnement. Et on a repris une vidéo du même enfant pendant encore 30 minutes. Et là, ce qu'on constate, c'est que l'ajout des éléments naturels fait qu'il se déplace beaucoup plus, interagit avec les autres et est beaucoup moins présent à un seul endroit. Autre étude, celle-ci dans le milieu scolaire, où l'idée était de verdir la cour de récréation. Et l'intervention était faite en collaboration très étroite avec tous les enfants de l'école. Et collaboration, ça voulait dire des rencontres, de les écouter et de prendre en considération leur point de vue dans les aménagements. Ça s'est fait dans une école dans le nord, à Malmö, en Suède. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris 1500 mètres carrés de la cour, puis on l'a complètement reverdi. On a ajouté des buttes, des bosquets, des arbres, ce qui donne à peu près ceci. Donc, à travers le temps, là, on a construit un îlot de verdure dans la cour d'école. Et ce qu'on a constaté, c'est que les enfants plus vieux ont beaucoup apprécié le nouvel environnement. Et à travers les entrevues qu'on a faites avec les enseignants, on s'est aussi rendu compte
qu'il y avait beaucoup plus de jeux différents, beaucoup plus d'interactions entre les enfants d'âges différents et qu'il y avait des endroits où le verdissement subissait du piétinement et beaucoup de déplacements. Ça faisait partie de ce qu'ils trouvaient intéressant puisque ça voulait dire que les enfants en profitaient et l'utilisaient. La deuxième étude que je voulais vous présenter, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est une étude qui porte sur un très grand nombre d'enfants dans 28 garderies en Norvège. Et l'idée de cette étude-là, c'était de voir est-ce que la durée de temps que les enfants passent à l'extérieur a une influence sur leur comportement et sur leur capacité cognitive. Et on a fait ça avec des enfants de 3 à 7 ans. Sur une longue période, donc de 2006 à 2009. Et les deux variables qu'on mesurait sont celles-ci, le niveau d'inattention et d'hyperactivité des enfants et une mesure de ce qu'on appelle l'emprunt numérique, c'est-à-dire la capacité qu'a l'enfant de répéter des chiffres qu'on lui présente verbalement. Donc, 7, 8, 11, 14, 15, il doit répéter. C'est ça l'emprunt numérique. Et la mesure de l'inattention et de l'hyperactivité, c'était fait à travers un questionnaire que les enseignants et les éducatrices en CPE devaient remplir. Donc, il faut savoir qu'en Norvège, les enfants vont être à l'extérieur de 1 heure à 9 heures chaque jour. Donc, on avait ici un grand nombre d'enfants et on a comparé des enfants qui passaient 3 heures par jour à l'extérieur versus des enfants qui passaient 7 heures par jour à l'extérieur. Et l'idée, c'était de voir est-ce qu'il y a une dose réponse? Est-ce qu'à partir d'un certain nombre d'heures, on a un effet? Qu'est-ce que ça nous donne? Ça donne ceci. Pour l'inattention et l'hyperactivité, en bleu, on a des enfants qui passaient 3 heures à l'extérieur, puis en jaune, on a des enfants qui passaient 7 heures à l'extérieur. Donc, pour les enfants qui passaient 3 heures à l'extérieur, pas de changement dans leur niveau d'inattention ou d'hyperactivité, c'est resté à la même valeur. Pour les enfants qui passent 7 heures par jour à l'extérieur, on voit que rapidement, à peu près à 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, on a un effet marqué. Donc, on a une diminution de l'inattention et de l'hyperactivité rapportée par les enseignants. Par contre, on a une augmentation au moment où ils entrent à l'école à 7 ans. Pour ce qui est maintenant de l'emprunt numérique, encore une fois, la même chose, 3 heures en bleu, 7 heures en jaune. 3 ans, tout le monde est pareil. À partir de 4 ans, une toute petite différence, mais qui s'accentue jusqu'à 7 ans. Donc, une augmentation de la capacité cognitive des enfants avec le nombre d'heures passées à l'extérieur. Donc, la conclusion de l'étude, c'est que ça permet de modifier les capacités cognitives et comportementales des enfants et qu'il y a certainement un effet de la durée ou du nombre d'heures passées à l'extérieur. Ça dit globalement que cette exposition-là, elle est positive et elle est surtout accessible, même en milieu urbain, parce que la plupart des enfants de cette étude-là provenaient de CPE ou d'écoles qui étaient situées dans la grande région, dans la grande périphérie de la capitale, c'est-à-dire Oslo. Donc, il y avait accès essentiellement à des parcs. Pour terminer, j'aimerais parler de quelques-uns des projets qu'il y a au Québec et de ce que ça nous dit. Il y a le projet Alex, donc celui qui a été développé par la QCPE, qui est cette idée-là qui a permis de faire une grande recension de la littérature et d'arriver à un projet qui permet de développer les compétences des éducatrices en service de garde et en milieu familial. Elle est basée sur 8 grands principes. Je ne vais pas les passer, mais juste faire ressortir des éléments. Une autre vision du temps, cette idée qu'on a besoin de repenser le lien qu'on a avec le temps.
et d'essayer de voir comment on peut maximiser les moments où on est à l'extérieur. Cette idée des matériaux libres et polyvalents qu'on retrouve en nature, évidemment. L'idée de la sécurité bien dosée, d'une dynamique entre les parents et les éducateurs. Tout ça, c'est quelque chose qui ressort dans la plupart des projets au Québec. Je commencerai par celui-ci parce que j'ai collaboré. Hein, c'est le projet Enfants Nature en Mauricie que Sylvie Gervais a développé à travers une coopérative où elle tente de développer ce lien avec la nature et surtout de développer tous les éléments en lien avec l'enfant, qu'ils soient physiques, moteurs, cognitifs, socio-affectifs, tout ce qu'on discute depuis le début, ça fait partie de sa façon de voir son projet. La meilleure façon de penser au projet, c'est évidemment de voir des photos. Sylvie, c'est elle, Sylvie Gervais. Quand on a commencé à discuter du projet, puis de lancer des idées, elle et moi, on était on trouvait ça difficile, tout le lien avec les vêtements, puis tout ça. Puis on est finalement arrivé à la conclusion que de fournir, parce que c'est la coopérative qui fournit les vêtements aux enfants. Donc, des vêtements pour l'automne, des vêtements pour l'hiver. Donc, ça fait partie de comment elle voit le développement de cette approche-là. C'est très important d'avoir des vêtements qui sont adéquats et qui vont être résistants, donc on peut passer d'un enfant à l'autre. Une des choses qui ressort aussi dans l'approche de Sylvie, c'est cette idée que comme elle a accès à l'eau, autant dans un parc urbain que dans le Grand Parc national de la Mauricie, les enfants sont invités à explorer puis à aller à l'eau. Évidemment, en prenant tous les moyens pour que ce soit sécuritaire. Une sécurité bien dosée. Il y a votre projet ici à Laval, hein, qui repose aussi sur cette idée de l'éducation à la nature. La particularité, quand j'ai relu ce qu'André m'a envoyé, c'est cette idée de co-développement ou de co-construction, hein, qui fait partie intégrante du projet. Moi, je suis actuellement dans un projet où on travaille comme ça en co-construction et c'est particulièrement intéressant et captivant pour tous les participants. Le langage commun, hein, ça fait partie aussi de ce qui nous permet de se comprendre puis d'aller au-delà de nos préjugés puis de nos préconceptions, une fois qu'on s'entend sur le langage commun. Et il y a dans l'idée de votre projet la collaboration évidemment, l'école, la ville, le 4H, le CIUS. Donc, tout le monde est impliqué dans le projet et il y a cette idée de partage qui fait partie de la plupart des projets qu'on retrouve au Québec. Celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Timous d'Ambrousse. Moi, je l'aime beaucoup à cause du nom. Puis de la volonté de ces gens-là, c'est de permettre aux familles particulièrement d'avoir accès à la nature, puis de favoriser une transition avec leurs enfants pour les amener dans des milieux, des milieux naturels autour de la ville de Québec. Marie-Pierre Lajoie, c'est une des participantes dans le projet que je vous parlais tantôt avec mes collègues de l'Université Laval. Et elle avait une garderie privée où elle a décidé d'amener les enfants là, beau temps, mauvais temps en nature, presque 5-6 heures par jour. Donc, c'est quelque chose qu'elle a développé, puis qu'ensuite, elle a eu l'aide de l'OCPE. Donc, son projet s'est beaucoup développé et ça mérite d'aller jeter un coup d'œil si vous n'êtes jamais allé voir son projet.
Je terminerai avec cette présentation-là de la Finlande. Les Finlandais, depuis toujours, priorisent le jeu. Donc, vous avez peut-être déjà vu des vidéos. Chez les jeunes enfants, là, le jeu est totalement privilégié jusqu'à 7 ans. Il y a très, très peu de scolarisation de 1 an à 7 ans chez les jeunes Finlandais. Puis ensuite, ils vont à l'école. Puis l'école, elle est particulière puisque, comme vous le voyez, après 45 minutes de classe, là, donc d'enseignement théorique, les enfants s'habillent et vont sortir à l'extérieur. Bon, vous pouvez compter comme vous voulez. Ça fait moins d'heures d'enseignement et moins d'heures d'enseignement formel. Depuis les années 2000, les élèves finlandais obtiennent parmi les meilleurs scores au PISA. Le PISA, c'est des évaluations standardisées en Europe et en Amérique sur sur les mathématiques, sur les connaissances. C'est des scores standardisés. Donc, malgré moins de temps consacré à l'enseignement, les jeunes Finlandais restent parmi les meilleurs. Donc, il y a clairement quelque chose sur cette idée de comment le jeu les a influencés comme jeunes enfants et comment le jeu les influence même à l'école. Donc, il y a quelque chose là qui nous dit que le jeu et le jeu libre n'ont absolument aucun effet négatif sur le développement de l'enfant. Tout au contraire, ce n'est que des effets positifs. Et sur ce, je vais m'arrêter puisque j'ai bien rempli mon rôle. Il est 19h50. Est-ce que j'arrête mon partage? Oui, ça va peut-être être plus facile. En tout cas, merci beaucoup, Claude. Ça a été très, très intéressant encore une fois. C'est toujours un plaisir. J'ai répondu à quelques questions en cours de route, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions. Je vous invite à nous les poser dans le chat ou des commentaires. C'est comme vous le souhaitez. Donc, les gens ont trouvé ça très intéressant. À date, les commentaires sont bons, Claude. Y a-t-il un moyen de... il y a des gens qui demandent comment on peut faire pour te contacter, Claude. Par mon courriel, est-ce que tu pourrais le transmettre à tout le monde? Moi, ça n'y a aucun problème. Ou bien on l'écrit dans le chat. Oui, ou tu peux l'écrire dans le chat. Oui, je vais l'écrire tout de suite. Ça me fait, il n'y a aucun problème. Je vais juste être sûr d'écrire le bon courriel. Je vous invite aussi à aller voir notre site Internet, soit des Clubs 4H du Québec, il y a celui de Grandir en nature où il y a quand même plusieurs éléments. Au début de la conférence, on a parlé aussi, on a mis en ligne dernièrement sur notre site YouTube des petites capsules vidéo. Tantôt, les gens, là, s'ils veulent rester, on pourrait vous en présenter une, mais sinon, vous pouvez aller voir là, sur notre site YouTube. Ça va nous faire plaisir de vous en partager une sur l'hiver, entre autres. Elle dure 3 minutes. Qu'est-ce qu'il y avait comme question? Soit comme question, pensez-vous qu'il y a des appuis financiers? Attendez un petit peu, là, ça va vite. Pensez-vous qu'il y a des appuis financiers pour nous aider à... Attendez un petit peu. Bon, je l'ai perdu. Possible pour augmenter la nature dans nos espaces de CPE. Ah oui, hein? Appui financier, c'est moins ma tasse de thé. Il reste... je ne voulais pas m'avancer. Honnêtement, je ne le sais pas. Clairement,
à travers le ministère de l'Éducation, mais c'est celui de la famille parce que c'est en CPE. Je ne vais pas m'avancer, je ne le sais pas. C'est toujours compliqué, hein, l'aspect monétaire. Mais, tu vois, il y a quelqu'un qui dit que certaines unités régionales loisirs et sports Ouais, ont oui, des financements. Il y a peut-être oui, c'est vrai. la Fondation Monique Fitzbach. Oui, c'est vrai que les URLS, j'aurais dû m'en rappeler, là, puisque mon fils m'en a parlé l'autre fois. C'est vrai qu'il y a certaines URLS qui font des offres de financement. Oui, c'est vrai. J'ai un commentaire aussi d'une participante qui je trouve tout à fait judicieux. C'est le gros défi des règles du ministère. Oui, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé, mais on peut en parler parce que j'ai déjà abordé. Là, puis peut-être, José, tu pourrais ajouter. Là, c'est vrai que ça reste un très, très, très grand défi. Dans notre projet là, que j'ai présenté très brièvement tantôt, une des choses qu'on avait constatées, c'est que oui, il y avait les règles du ministère, mais ce qu'on a constaté aussi, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de CPE où ils s'étaient eux-mêmes donné beaucoup, beaucoup de règles de sécurité en lien avec des événements qui s'étaient produits. Et là, ils se rendaient compte que quand on en discutait, c'est qu'il y en avait, s'était peut-être donné trop de règles de sécurité. Et que ce qu'on travaillait avec eux, c'était d'en diminuer, d'en enlever quelques-unes, puis de voir l'impact. Puis avec certains, là, on est passé de deux pages de règles à une demi-page, des règles internes de fonctionnement, puis de choses qu'on empêchait de faire. Mais celle du ministère, où là c'est un vrai défi. Moi, j'ai eu des discussions avec la QCPE, j'ai eu toutes sortes de discussions avec plein de gens sur comment on peut voir ça, comment on peut les repenser, puis je ne suis pas sûr que ça bouge tant. Pour le financement, Claude, il y a des gens qui suggèrent la table interrégionale des saines habitudes de vie qu'il y a Oui, dans c'est chacune vrai des aussi. régions, C'est vrai, certaines c'est vrai. MRC. Oui, oui. Et je dirais que maintenant, il y a peut-être, puis tu pourrais ajouter, André, il y a peut-être les villes aussi qui vont, qui pourraient contribuer. Oui, tu as raison. José, pour les règles, peut-être un petit commentaire. Mais non, j'aborde un petit peu dans le même sens que toi, en ce sens que oui, il y a des règles en CPE, mais on est porté des fois à en ajouter un petit peu plus. Ouais. Un exemple comme les enfants qui ne peuvent pas monter à l'envers de la glissade, Oui, ils ont c'est juste un le grand droit de classique. glisser. Et ça, on a fait ça pendant des années sans Ouais. vraiment se poser la question. Puis finalement, ce n'est pas le ministère qui nous impose ça. Non, c'est ça, Donc, ça fait partie de celles qu'on avait identifiées là, avec certains des participants. Ouais. Pour les cours, c'est ça, mais c'est sûr que quand on fait comme grandir en nature, ben, on se retrouve dans un boisier, une friche, un pré, ou peu importe, mais à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de réglementation précise, là, Ouais, sauf comme de raison à assurer la sécurité, le exact. bien-être, la santé des Exact. enfants. Mais il y a plus Ouais. de latitude. Oui, c'est clair que l'idée d'y aller en nature, ça favorise ça aussi. Hum. Un commentaire qui est venu durant ta conférence aussi, Claude, c'est que les gens disaient on amène de plus en plus les enfants à bouger beaucoup à l'extérieur, à la petite enfance, mais quand ils arrivent à l'école, oui, fini. c'est un vrai défi. Ça, c'est un vrai défi. Et, je ne l'ai pas dit, là, mais Sylvie, elle fait maintenant un peu de travail avec des prématernelles et des maternelles, 4 ans, dans certaines écoles. Mais oui, il y a là tout un travail à faire. Et sur la cour, hein, sur l'utilisation de la cour, l'utilisation du matériel. Moi, j'ai une étudiante à la maîtrise qui s'est beaucoup intéressée à ça, qui commence à développer un concept là, d'amener du matériel dans les cours d'école. Puis moi, je pense que plus on va faire d'activités avec la petite enfance, plus ça met de la pression sur le milieu scolaire. Oui, oui. Une autre question? Les enfants vont arriver puis ils vont avoir des demandes, puis oui. ils vont être plus exigeants. Oui. Il va y avoir une branche à terre, il n'y avait plus le droit d'y toucher. Oui, c'est ça. Il y a une autre question qui vient de. Oui. Il y a quelqu'un qui aimerait t'entendre sur la maternelle 4 ans pour tous. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah, qu'est-ce que j'en pense? Ben, moi, je pense qu'au départ, l'idée, je vais dire ma vraie main. Si la maternelle 4 ans, elle est ultra scolarisante, je pense qu'on fait fausse route. Si la maternelle 4 ans s'inspire de modèles comme on a discuté ce soir, c'est une excellente idée. Mais je ne sais pas actuellement la route que la maternelle 4 ans va prendre. J'ai peur qu'elle soit très scolarisante. J'ai peur. Comme on dit, hein, l'arrivée à l'école, c'est beaucoup un choc, hein, même pour des enfants qui bougeaient relativement peu. Des fois, c'est encore moins à l'école. Hein, puis il y a les règles, puis c'est ça. Et c'est pas pour rien hein, que. Puis je veux pas. Puis quand je dis les Finlandais et les Norvégiens, là, je veux pas je veux pas que les gens pensent que c'est la solution. Là, je veux pas qu'on devienne la Norvège. Mais il y a cette idée, puis il n'y a pas juste les Norvégiens et les Finlandais, hein, les Français aussi. Il y a des Anglais qui jouent beaucoup plus longtemps que les enfants en Amérique du Nord là, et qui profitent de faire des choix pendant longtemps. Là, je suis en train d'écrire l'adresse courriel des clubs 4H que vous pourriez, si jamais vous avez des questions qui n'ont pas été répondues ou que vous viennent après la rencontre de ce soir, n'hésitez pas à contacter avec nous. À nous écrire, on va vous répondre. Oh, il y avait quelqu'un qui offrait une formation, je viens de pouvoir passer ça. Ça va Oui, vite, il y a plusieurs choses vraiment intéressantes. Nous, on va essayer d'avoir de l'information on va alimenter. Ça va être davantage sur le site de Grandir en nature, là, mais. Oui. Est-ce que j'aurais le goût de vous partager le petit clip? Josée, es-tu d'accord? Bien sûr. Il y a encore des questions. Oui, moi j'ai hâte de le voir. Okay, il y avait quelqu'un qui faisait remarquer, puis je trouvais tellement que, en tout cas, c'était pour le milieu scolaire, mais malheureusement, ça a pu se voir à différents endroits que quand un enfant avait un comportement des fois plus difficile ou moins acceptable, il y avait souvent le réflexe de dire on va couper sa récréation pour le punir. Oui. Ça, c'est d'une tristesse, là. Oui. Moi, je donne tout le temps l'exemple, hein, puis juste avant la vidéo, là, que pour toute mon école primaire, je pense qu'une main suffit pour compter combien de fois on n'est pas sorti à l'extérieur à la récréation. Puis peut-être une main, c'est trop. Puis il y a quand même quelque chose là qui s'est passé qui est très difficile à comprendre. Comment. Mais c'est pas difficile à comprendre, c'est qu'on a une obsession pour l'idée d'apprendre à lire, compter. Oui, c'est ça. Puis cette pression-là est beaucoup aussi sur en CPE. Moi, les éducatrices m'en parlent hein, quand les enfants sont dans les groupes 4-5 ans. Là, les parents la préparation, hein? mettent de la pression, oui. Ouais. Et à RSG, quand l'enfant vieillit aussi, les parents se demandent est-ce qu'il va être prêt pour l'école. Fait que quand on arrive avec des formations comme Attention enfants en mouvement ou Grandir en nature, ça nous prend aussi des personnes comme vous, des conférenciers qui vont venir. Il faut insister. Oui. Mais ce qui est encourageant, là, c'est que j'en ai juste présenté 2, là, mais il commence à avoir pas mal plus de bonnes données, d'études de qualité. Parce qu'il y avait beaucoup de choses, c'était très descriptif. Puis bon, ça disait que les gens en parlaient puis le documentaient. Mais là, il commence à y avoir de bonnes données. Mais ça confirme ce qu'on pensait aussi. Nous, autant à Forme ta vie, parce que je travaille aussi pour Forme ta vie, qui est un regroupement local de partenaires, autant Grandir en nature, on essaie aussi de travailler beaucoup avec les milieux scolaires. Tu sais, on parlait tout à l'heure que les enfants ou les parents, on les amène à
à sortir dehors, à bouger plus, tout ça. Puis quand ils arrivent à l'école, des fois, il y a comme un fossé. Ah, Mais il y a nous un autres, on coupé, hein? travaille sur beaucoup de comités, des tables, des Hum, comités 0-8 ans ou hum, des comités où on va faire des activités de transition scolaire justement pour s'asseoir tout le monde ensemble, les gens de la oui, petite enfance puis les milieux scolaires, puis dire, ben là, le parent, l'enfant, là, quand il passe de chez nous à chez vous, au milieu scolaire, et oui, ça ne marche pas. Là. c'est Puis un choc. pourtant, on a des programmes éducatifs qui sont supposés de Ah s'harmoniser. oui, oui, Fait que, je pense qu'il ne faut pas travailler petite enfance tout seul dans notre coin, puis école tout seul dans leur coin, tout parce à que fait d'accord. le fossé va toujours Ah, je rester. suis tout à fait d'accord. Oui, Est-ce que je vous partage le petit vidéo? certainement, certainement. Est-ce que vous le voyez? Jouer Oui, dehors, c'est faire le plein de vitamines nature. L'automne, c'est fait pour jouer dehors. Pas grave, je me suis trompée. La santé mentale, Je me sens bien et heureux entouré par la nature. s'amuser dehors a un effet positif sur la santé mentale. L'amélioration de l'humeur réduit le niveau de stress, l'agressivité, la dépression et dans certains cas le déficit de l'attention. L'enfant ressent une joie de vivre. La grande motricité. Youpi! Regardez mon beau plongeon! Bouger à l'extérieur incite tout naturellement à la grande motricité. C'est l'endroit idéal pour réaliser de courageux exploits et dépenser son énergie. Vive les espaces naturels où l'enfant a la liberté d'être turbulent. La résolution de problèmes. Voilà! Je trouve toujours une solution. Explorer un milieu naturel permet d'exercer la résolution de problèmes. À tout moment, l'enfant observe, réfléchit et décide. Dans son jeu, il trouve des solutions et apprend concrètement la notion de cause à effet. Eureka! Le développement graphique. J'ai écrit un message. Cote-cote à vendre à 5 sous. Vivre un moment en plein air est une invitation au développement graphique. La nature est la toile de fond de grands chefs-d'œuvre. De plus, l'enfant a à sa disposition une variété d'outils naturels pour gribouiller. L'appartenance au groupe. Bonne chance, les copains. Qui peut m'attraper? Jouer ensemble dans la nature renforce l'appartenance au groupe. Pour faire partie du clan, les enfants se mesurent aux autres dans leur jeu. L'inclusion sociale passe par une méthode d'essai-erreur et une recherche d'équilibre. Le mouvement 4H croit que la meilleure salle de jeu est couverte seulement par le ciel et la cime des arbres. Voilà. c'est bien. Là, je vais juste m'assurer que la musique ne continuera pas, là, parce que c'est ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont d'autres questions. En tout cas, les gens ont très apprécié le lien. Les gens étaient très contents. C'est ça, comme je vous disais, là, je m'excuse parce que j'ai perdu mon... Bon. On va mettre la conférence de ce soir, elle va être sur, sur notre site YouTube, mais on va faire de la publicité là, sur Facebook. Les gens qui à l'événement, tout ça, on va vous faire vraiment de l'information là, le plus vite possible. Là. Dans le courant de la semaine prochaine, ça va être en ligne. Les liens pour les vidéos, en allant sur le site des Clubs 4H, là, il y a un onglet Vitamines Nature, vous allez les trouver, mais sinon, sur la chaîne YouTube des Clubs 4H, ils sont là. Présentement, il y en a 4. On a une par saison, puis on va en avoir une 5e aussi là, qui s'en vient. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va, on va se laisser là-dessus. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais on était 248 personnes ce soir. Ah oui, je ne l'avais pas vu, moi. Oui, c'est un beau succès. On est bien contents. On vous remercie tous de votre belle participation. Merci, Claude. Alors, ça m'a fait bien plaisir. Bien plaisir. Puis s'il y a des gens qui ont des questions, là, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous faire partager ce que je connais un peu. Un peu. Il y a quand même, j'ai fait quelques références à des bouquins, là, mais s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, il y en a d'autres que je pourrais proposer. Parfait.
Sur le site de Grandir en nature, on en fait référence à quelques-uns aussi. Oui. On pourra le bonifier là, au besoin sans problème. Okay. Et on espère tous qu'à un moment donné, on pourra se voir en personne. Oui, je m'excuse parce que je disais... Un de ces jours. Ah oui, j'espère. Ben, il paraît que mois de mars, là... Oui. On dirait qu'on n'y croit plus, hein? Non, c'est très difficile, hein? Parfait. Fait que, ben, merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonsoir. Merci. Salut.